Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e module de mathématiques. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui a un format un peu particulier puisqu'elle est enregistrée. Vous aurez donc tous un visionnage en mode replay. On va s'intéresser aux notions de tableur et d'algorithmique dans ce module. Ce sont deux notions qui sont en général mal réussies, difficiles pour les candidats au CRPE. Notre objectif, chez Objectif CRPE, c'est évidemment de vous faire progresser et que vous puissiez faire la différence par rapport à la moyenne des candidats. Donc on va prendre le temps d'expliquer les choses et puis comme d'habitude, vous allez vous entraîner pour progresser. Alors pour ce module, je souhaiterais que vous ayez travaillé l'ensemble des remises à niveau. On va aborder un certain nombre de notions transversales à travers ces notions de tableur et d'algorithmique, comme le dessin de quadrilatères particuliers, comme le calcul d'air ou de volume, comme la résolution d'équations. Donc si vous n'avez pas encore terminé la remise à niveau, je vous invite dès maintenant à mettre la vidéo en pause et à y revenir quand vous aurez terminé cette première partie remise à niveau de la formation. Vous allez retrouver un certain nombre de contenus, cette vidéo enregistrée que vous êtes en train de visionner, mais aussi un polycopié d'exercices avec des corrigés qui prendront soit une forme écrite, soit une forme vidéo. Les objectifs, côté tableur, c'est de comprendre qu'un tableur, c'est aussi une calculatrice et que du coup, ça implique un format particulier, notamment un format autour des opérations. Il va falloir savoir automatiser des calculs. Et pour ça, on a deux types d'automatisation des calculs lorsqu'on étire une formule dans un tableur. L'adressage relatif et l'adressage absolu. Il faudra réussir à comprendre la différence et puis à utiliser le bon formatage. Enfin, on s'intéressera à quelques fonctionnalités, quelques fonctions particulières des tableurs qui nous permettront de gagner un peu de temps pour certains calculs. Côté algorithmique, on va avoir un travail initial assez important qui est de comprendre ce que c'est qu'un algorithme, comprendre ce que c'est qu'une instruction, comprendre que une instruction elle peut se répéter et que pour ça on a à notre disposition un certain type de boucles qui permettent de répéter ces instructions. On va essayer de comprendre aussi qu'on peut faire des tests, qu'on peut tester des nombres, des variables, ce qu'on va appeler des variables en algorithmique. Donc premier temps qui va être de définir et de comprendre ce que c'est qu'un algorithme à travers le logiciel Scratch, puisque c'est bien ce logiciel qu'on va utiliser pendant cette formation et que vous allez retrouver le jour du concours. L'objectif final, ça sera être capable de faire fonctionner, mais aussi de modifier un algorithme de dessin ou un algorithme de calcul. Ce cours va donc se diviser en deux grandes parties, vous en doutez. Côté tableur, on définira ce que c'est qu'une feuille de calcul et quelles données on peut retrouver dans cette feuille de calcul. On essaiera de comprendre la différence entre le format mathématique et le format tableur lorsqu'on veut utiliser un tableur comme une calculatrice. On apprendra à étirer des formules pour automatiser les calculs avec, je vous l'ai dit, l'adressage qui sera, qu'on dira, relatif ou absolu. Et puis, on s'intéressera à quelques fonctions de base comme la moyenne ou la somme. Dans une deuxième partie, dans la partie algorithmique, on va essayer de comprendre, définir ce que c'est qu'une suite d'instructions, définir ce que c'est qu'un algorithme. On verra ensuite comment on peut répéter ces instructions autant de fois qu'on le souhaite. Puis, on essaiera de différencier ce que c'est qu'une variable mathématique de ce que c'est qu'une variable algorithmique pour enfin être capable de faire des tests conditionnels. Voilà un programme, vous le voyez, riche, qui va être aussi dense. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause
pour revoir les explications, n'hésitez pas aussi à manipuler en même temps que je le fais sur les logiciels que sont les logiciels de tableur et le logiciel Scratch. Ça pourra vous aider à la compréhension des différentes notions. Et ben, je crois qu'il est temps de se lancer. Allez, c'est parti. Nous voilà devant une feuille de calcul d'un tableur, un tableur particulier puisqu'il s'agit du logiciel Excel qu'on va utiliser tout au long de la formation. Si vous n'avez pas accès à la suite Office de Microsoft, pas d'inquiétude, vous pouvez tout à fait travailler et reproduire les différents exercices dans les tableurs des suites Google, des Google Docs ou des suites OpenOffice ou LibreOffice. Vous retrouverez exactement les mêmes fonctionnalités. Évidemment, les logiciels seront un petit peu présentés différemment, mais les fonctionnalités sont bien identiques, quel que soit le tableur que vous utilisez. Alors, ce tableur, il prend la forme d'un tableau avec des colonnes qui sont numérotées A, B, C, D, E, etc. et des lignes qui sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Si je me situe dans cette cellule, elle a une adresse qu'on va retrouver dans le champ en haut à gauche qui va correspondre à le numéro de sa colonne et le numéro de sa ligne. Cette cellule, c'est la cellule B2. Cette cellule-ci, c'est la cellule C3. Et cette cellule-là, c'est la cellule A7. On verra par la suite que cette manière de repérer une cellule dans un tableau, cette manière de faire de l'adressage, il a une importance lorsqu'on veut automatiser les calculs. On peut entrer dans un tableau Excel un certain nombre d'informations. On va commencer par entrer la liste des professeurs de mathématiques, Louis et Sylvain, qui vous enseignent à la fois les parties 1 et 2 pour ma part et la partie 3 didactique pour Sylvain, dans la matière mathématiques. Louis, il a un certain nombre de modules, je parle de moi à la troisième personne, ça va pas du tout. Je vous enseigne 10 modules pour les parties 1 et 2, et Sylvain, lui, il a 6 cours, 6 lives à vous présenter pour présenter la didactique. On peut repérer tout de suite que le format diffère un peu, selon si j'ai entré du texte, on est aligné à gauche, si j'ai entré un nombre, eh bien il est aligné à droite. Continuons à remplir le tableau avec la note obtenue au dernier live, avec Louis qui a obtenu la note de 4,88 sur 5 et Sylvain qui a obtenu la note de 4,91 sur 5 pour l'évaluation que vous avez faite de ce dernier live. Une fonctionnalité, lorsqu'on écrit un nombre avec une écriture décimale, eh bien c'est la possibilité de faire des arrondis, d'augmenter ou de diminuer le nombre de chiffres significatifs de votre nombre. On va par exemple arrondir 4,88 au dixième près à 4,9 en exprimant un chiffre significatif de moins. On peut aussi l'arrondir à l'unité près, et 4,88, eh bien, lorsqu'il est arrondi à l'unité, ça nous donne 5. Continuons à remplir le tableau avec le taux de satisfaction des élèves. Alors on va exprimer ça sous forme d'une proportion, et vous étiez 95 élèves sur 100 à être satisfaits du dernier live en mathématiques partie 1 et 2, et vous étiez 97 élèves sur 100 à être satisfaits du dernier live de mathématiques. Vous voyez que j'ai entré à chaque fois la valeur 97 sur 100, c'est égal à 0,97 sous la forme d'une écriture décimale. Un taux de satisfaction avec cette écriture, c'est pas très facile à manipuler, ou en tout cas on peut faciliter la compréhension en exprimant évidemment ces taux de satisfaction sous forme de pourcentage, et c'est ce qu'on peut faire ici en appuyant sur ce bouton pourcentage. Qu'est-ce que va faire le logiciel Excel? Il va multiplier ces nombres par 100 pour les exprimer sous forme de 95% et de 97% en ajoutant le symbole de pourcentage.
Vous voyez que, eh bien, lorsqu'on manipule un tableau, on peut entrer un certain nombre de données qui vont être du texte ou des nombres et qu'on peut leur donner différents formats, qu'on peut les faire les modifier en proposant des arrondis ou en les exprimant sous des formats de type pourcentage. Évidemment, les tableurs contiennent beaucoup plus de fonctionnalités en termes de format. On peut exprimer des formats de type heure, des formats de type date, mais ces formats ne seront pas utiles au CRPE, donc je ne vais pas les détailler aujourd'hui. On s'intéresse maintenant au fait que, eh bien, un tableur, c'est aussi une calculatrice. On va donc essayer de faire quelques calculs simples à l'aide de notre tableur, de cette feuille de calcul, où on va faire quelques opérations élémentaires. 9 plus 2, assez logiquement, on va écrire du coup 9 plus 2 et voir ce qui se passe lorsque j'appuie sur la touche Entrée. Eh bien, le calcul ne se fait pas. S'affiche 9 plus 2 qui est aligné sur la gauche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Excel comprend ce 9 plus 2 comme un texte comprenant trois symboles, le chiffre 9, le symbole plus et le le chiffre 2, mais il ne le comprend pas comme un calcul à opérer. Dans Excel, dès qu'on fait un calcul, il faut faire précéder ce calcul par le symbole égal, ce qui va permettre à Excel de comprendre ici qu'on veut bien faire une opération, l'opération de 9 plus 2, et ce qui va s'afficher dans la cellule, c'est le résultat. On a donc ici affiché dans la cellule le résultat, et en haut, le calcul initial qui reste stocké, 9 plus 2 égale ici à 11. On peut faire la même chose pour la soustraction, 9 moins 2, après c'est du symbole égal, on va avoir la valeur 7, 9 fois 2, et là, attention, le 9 fois 2, eh bien, on a tendance à se faire avoir, et c'est parfois des petites questions pièges, je sais pas, mais en tout cas, il faut y être sensibilisé. Le symbole multiplicatif s'écrit avec une croix à la forme d'un X, si vous le souhaitez, alors que quand vous regardez le pavé numérique de votre clavier, eh bien, ce symbole de multiplication, lui, il a la forme d'une étoile à 6 branches. On va donc, lorsqu'on va reproduire des formules, lorsqu'on va proposer des formules le jour du concours, reproduire cette étoile à 6 branches. Et le symbole de multiplication, c'est bien ce symbole-là qu'on devra utiliser. 9 fois 2 égale. De la même manière, le symbole de division, lorsqu'on regarde son pavé numérique, eh bien, il est exprimé avec ce slash. On utilisera donc non pas le symbole de 2 points séparés par une barre, mais bien ce symbole de division avec le slash lorsqu'on veut exprimer une formule tableur. La puissance, si j'écris le symbole de puissance sous un tableur, il faut utiliser un symbole qui va se trouver sur les claviers Windows à côté de la lettre P, ce petit chapeau qui permet de faire des accents circonflexes. Vous allez appuyer une fois de suite et ensuite appuyer sur le chiffre 2. 9 chapeau 2 a la valeur de 9 puissance 2, 9 porté à l'exposant 2. Il faudra donc retenir aussi ce formatage particulier lorsqu'on veut faire une puissance. 9 puissance 2 donne 81. Évidemment qu'on aurait pu s'abstenir de la puissance en écrivant que 9 fois 2, 9 puissance 2, c'est 9 fois 9, pour contourner le problème. Retenez tout de même que le symbole de puissance s'écrit donc avec ce chapeau qui correspond à l'accent circonflexe en français. J'écris taper successivement les touches égale, 9, accent circonflexe, 2. Et ça me donne bien 9 au carré qui donne 81. Excel, c'est aussi une calculatrice qui te permet de faire des calculs un tout petit peu plus complexes et notamment d'utiliser certains chiffres particuliers qui sont des nombres, notamment le nombre pi qu'on va retrouver lors du calcul du périmètre d'un cercle ou de l'aire d'un disque ou du volume d'une boule. Ce nombre pi, on peut y faire appel sous Excel en utilisant une fonctionnalité particulière. Ça va s'écrire de cette manière-là.
C'est d'ailleurs très souvent rappelé hein, dans les sujets du CRPE, mais c'est 2 multiplié par pi, on écrira pi en majuscule, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Ce nombre pi, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, correspond à la valeur pi hein, enregistrée. On essaiera d'éviter de prendre la valeur approchée 3,14, mais on préférera cette valeur pi. Donc 2 fois pi fois 9 va me permettre de produire ce premier calcul. J'ai un résultat et vous voyez que là j'ai un certain nombre de chiffres significatifs qui en fait correspond à la taille de ma cellule. Je peux, comme on l'a présenté tout à l'heure, diminuer le nombre de chiffres significatifs pour produire des arrondis à la précision que je souhaite. Une difficulté supplémentaire quand j'ai des calculs sous forme fractionnaire, eh bien c'est de bien écrire les choses puisque on va devoir passer d'une écriture mathématique qui manipule les fractions, les écritures fractionnaires, à une écriture en ligne. On a donc ce 17 plus 3 au carré étant divisé par 10 qui va s'écrire, ouvrez la parenthèse, 17 plus 3 que je porte au carré avec mon accent circonflexe, le tout étant divisé par 10. Et ici, il faut bien comprendre que ce n'est pas 2 qui est divisé par 10, mais bien le résultat de 17 plus 3 au carré qui est divisé par 10. Hein, on peut le vérifier. 17 plus 3, ça fait 20. Au carré, ça fait 400. Quand je le divise par 10, ça me donne bien 40. Donc attention aux priorités opératoires qu'il va falloir respecter hein, pour faire comprendre à Excel l'ordre des opérations que vous souhaitez opérer. On prend ce dernier exemple pour illustrer encore cette difficulté. On va vouloir calculer 3 plus 2 divisé par le tout étant divisé par 5 fois 2. Et bien cette barre de fraction qui englobe les deux calculs, on va la transcrire par une division. Mais là, attention, on veut bien d'abord, en termes de priorité, calculer le résultat de 3 plus 2, calculer le résultat du numérateur. Je vais donc l'entourer des fractions de parenthèses, puis diviser le résultat par 5 fois 2. Je vais aussi l'entourer de parenthèses, et je me suis trompé, c'est pas 5 fois 5, mais 5 fois 2. Donc là, faites bien attention aussi à respecter les priorités. Si on écrit ce calcul sans les parenthèses, on ne va pas du tout avoir le résultat souhaité. On passe maintenant à la troisième partie de l'utilisation d'un tableur où on s'intéresse à l'adressage et à l'intérêt de l'adressage pour automatiser les calculs. Nous allons illustrer l'automatisation de ces calculs dans un tableur avec ce nouvel exemple où il s'agit de calculer les images de deux fonctions f et g que vous retrouvez devant vous, et on va calculer ces images dans un tableur. La première ligne est composée des différentes valeurs entières qui vont de 2 à 7, et puis dans les lignes 2 et 3, on retrouve justement ces valeurs qu'on souhaiterait calculer, ces images que l'on souhaiterait calculer. On s'intéresse à la valeur qui va être dans la cellule B2. Ici, je vais devoir calculer f de 2. On pourrait, d'une manière assez naïve, calculer ça en écrivant que c'est 3 moins 2 fois 2 au carré, hein, où j'ai remplacé la valeur x par 2. Et je trouverai le résultat moins 5. De la même manière, je pourrais calculer g de 2 en écrivant que c'est, attention aux parenthèses, puisque nous avons ici un quotient, hein, il faut d'abord calculer le numérateur, donc on l'exprime avec des parenthèses. 3 fois x, c'est-à-dire 3 fois 2, plus 2, je ferme ma parenthèse, le tout est étant divisé par x, c'est-à-dire ici 2. Et j'ai un résultat qui vaut 4. Pourquoi je disais que c'était assez naïf? Parce qu'on ne va pas du tout utiliser la fonctionnalité première d'un tableur qui est d'automatiser. Pour automatiser, il faut utiliser l'adressage. Je vous disais l'adressage tout à l'heure, ça correspond à l'adresse de la cellule. Reprenons ce calcul de f de 2 et de g de 2.
f de 2, on va produire le calcul maintenant, toujours en écrivant la formule, mais au lieu d'écrire directement la valeur 2 statique, constante, on va écrire les choses en fonction de la cellule dans laquelle est contenue l'information qui m'intéresse. Ici, on doit écrire comme f de 2 comme 3 moins 2 fois ce qui se trouve dans la cellule B1, et vous voyez qu'il suffit de cliquer dessus, ou d'écrire B majuscule 1, que je porte au carré. J'ai donc utilisé ici un adressage qui s'appelle un adressage relatif. On va essayer de comprendre pourquoi il est relatif pour faire ce calcul. Quel est l'intérêt d'utiliser cet adressage relatif? Eh bien, c'est maintenant, je vais pouvoir éviter de reproduire cette formule pour chacune des cellules C2, D2, E2, F2, G2, mais je vais tout simplement pouvoir étirer ma formule. Vous voyez, pour pas aller trop vite, j'ai choisi le petit carré qui est en bas à droite là, et j'ai étiré ma cellule vers la droite. Et j'ai automatiquement calculé l'ensemble des images demandées. Qu'est-ce qui s'est passé? Excel, quand on utilise l'adressage relatif, quand on utilise cette cellule B1, cette adresse, eh bien il comprend que le calcul doit se faire en fonction de la cellule qui se trouve juste au-dessus. Quand on va vérifier par exemple ce qui se passe dans cette cellule, en F2, qu'est-ce qu'a compris Excel? Eh bien il a compris qu'il devait faire le calcul en fonction de la cellule qui se trouve juste au-dessus. Finalement, Excel va faire les calculs relativement à la position de la cellule en cours. C'est-à-dire que si dans la première cellule j'ai dit tu prendras en compte les valeurs des cellules, de la cellule juste au-dessus, et bien pour l'ensemble de la ligne, Excel va reproduire ce calcul en prenant en compte la valeur de la cellule qui est juste au-dessus, en modifiant les valeurs ici des cellules. Et j'obtiens du coup ce que je souhaitais. On peut essayer de calculer ça pour G et voir ce que ça donne. On va du coup ici, on n'oublie pas le égal, on n'oublie pas les parenthèses pour le numérateur, 3 fois ce qui se trouve en B1, que je peux écrire B1 de cette manière-là, plus 2, je ferme ma parenthèse, et je divise par X, je divise par ce qui se trouve de nouveau en B1, donc je divise par B1. Le résultat, c'est 4, et surtout, je peux maintenant l'automatiser en étirant simplement ma cellule vers la droite. Et je vais pouvoir vérifier que, par exemple, en D3, eh bien, les calculs ont été faits relativement à ce qui se passait 2 cellules au-dessus, relativement à ce qui se passait dans la ligne 1, c'est-à-dire la ligne où je trouve les valeurs de X qui m'intéressent pour calculer mes images. Ça, c'est le premier type d'adressage, l'adressage qu'on va retrouver dans 90-95% des questions qui portent sur le tableur. Je produis un calcul en fonction d'une cellule dans laquelle se trouve l'information pertinente, puis j'étire ma cellule pour faire des calculs relativement aux positions, l'adressage relatif. Un deuxième type d'adressage va se retrouver dans un plus petit nombre de questions, et c'est ce qu'on va essayer d'expliciter maintenant. On s'intéresse à l'organisation d'un mariage où on veut calculer la quantité de champagne qui va être bu par la totalité des invités. Pour calculer ce volume, on a besoin de 2 informations. D'abord, le volume qui va être bu par chaque invité, et ensuite le nombre d'invités, et ça, on a défini que le nombre d'invités, ça serait un calcul pour 50, 75, 100, 125 ou 150 invités. Le volume nécessaire qui va être bu, il est donc simplement le produit entre le volume bu par chaque invité et le nombre d'invités. On souhaite que, eh bien, ce tableau se calcule ou se mette à jour automatiquement lorsqu'on va modifier le volume bu par chaque invité. Alors, dans un premier temps, on va mettre une valeur ici qui va être une quantité bue par chaque invité de 0,2 litres. Toutes les unités de volume sont en litres.
0,2 litres, c'est à peu près 2 coupes de champagne par invité. On testera ça avec d'autres valeurs un petit peu plus tard. Alors, si on calcule le volume bu au total par 50 invités, et qu'on veut faire quelque chose de dynamique, on va utiliser l'adressage relatif, en disant que c'est le produit de ce qui est dans la cellule B5, multiplié par ce qui est dans la cellule B3. On tape sur Entrée pour valider, et on trouve que effectivement 0,2 fois 50, eh bien ça fait 10 litres de champagne nécessaire au total. On va, comme on l'a vu précédemment, étirer la formule vers la droite pour calculer le volume bu pour 75, 100, 125 et 150 invités. Et il apparaît quelque chose d'étrange, c'est qu'on est à 0 litres. On a donc dû faire une erreur quelque part. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier cette cellule, et cette cellule, quel calcul Excel fait-il? Il fait le calcul du nombre d'invités, 75, multiplié par la cellule qui se trouve 3 rangs au-dessus, 3 lignes au-dessus. On a effectivement utilisé l'adressage relatif, donc Excel comprend qu'il doit se déplacer sur la colonne C. Quand on regarde ce qui se passe dans la cellule D6, on a le produit de D5 par D3. Et c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait faire. On voudrait que l'adressage sur les cellules de la ligne 5 soit effectivement relatif et qu'on se décale sur le nombre d'invités de 75 à 150, mais par contre on voudrait que Excel comprenne que la cellule B3 ne doit pas bouger, doit rester statique. Et pour ça, on peut indiquer à Excel que la colonne B doit rester statique. On ne veut pas qu'il y ait un déplacement de cette colonne lorsqu'on va étirer la formule. Alors on va revenir sur cette cellule B6, et ce qu'on peut faire pour indiquer ça, on laisse l'adressage relatif sur B5, puisqu'on veut que ça se décale sur le nombre d'invités, mais on veut rendre statique la colonne B et qu'il n'y ait pas de décalage d'une colonne à une autre. On utilise pour ça le symbole $. Ce symbole $, on peut le placer soit devant le B, soit devant le 3, soit devant les deux. Alors, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y ait pas un décalage selon les colonnes. Donc, on place le $ devant le B, et on va rendre cette colonne B statique, ce qui va avoir pour conséquence, lorsqu'on étire la formule vers la droite, de faire un calcul qui est correct. Et qu'est-ce qui s'est passé? Excel a compris qu'il devait décaler la ligne 5 en adressage relatif, donc on est passé à la cellule C5 pour calculer ce qui était dans C6. Par contre, on ne s'est pas déplacé selon la colonne B, donc on a conservé le calcul en fonction de cette cellule B3, de cette colonne B dans laquelle se trouve l'information qui nous intéresse. Si on regarde ce qui s'est passé en F6, on a aussi ce calcul qui est fait entre F5 et B3. La difficulté quand on est en adressage absolu, c'est de comprendre ce qui se passe sur les colonnes ou sur les lignes, et qu'est-ce qui reste statique, la colonne ou la ligne. Avant de vous montrer comment on peut faire ça, on va juste vérifier que on a bien un tableau dynamique. Ici, si je calcule pour 1 litre de champagne, on est un mariage où les gens ont vraiment très soif, 1 litre de champagne par personne, on va avoir effectivement quelque chose qui est dynamique, et vous voyez que toutes les cellules se mettent à jour. C'est bien ce qu'on souhaitait faire. Si la quantité bu par invité est de 1,5 litre, on a quelque chose de dynamique qui se met à jour en fonction de l'évolution de cette cellule B3. Alors, on regarde un deuxième exemple où ce qu'on va faire, c'est finalement exactement la même situation, mais vous allez voir que j'ai transposé mon tableau. Transposer, ça veut dire inverser les lignes et les colonnes. Donc, là où j'avais un tableau qui fonctionnait par ligne et par colonne, maintenant je le fais fonctionner par colonne et par ligne. Alors, on va revenir à notre volume qu'on veut calculer, qui est
Ici, on doit du coup, pour calculer le volume total nécessaire, faire le produit eh bien, de C4 par ce qui va se trouver dans, donc de C4 multiplié par ce qui va se trouver dans cette cellule A4, que je vais tout de suite mettre avec une valeur de 0,2, comme tout à l'heure, et on va bien trouver nos 10 litres. Quand je vais étirer, eh bien j'ai le même problème que tout à l'heure. Hein. J'ai utilisé un adressage qui est relatif sur les deux cellules, et bien du coup, Excel comprend qu'il doit décaler les cellules d'un cran vers le bas à chaque fois. Donc là, ce qu'on doit faire, eh bien, c'est utiliser l'adressage absolu toujours sur cette cellule. Mais qu'est-ce qu'on veut faire comprendre à Excel? Eh bien, c'est que lorsqu'on va étirer vers le bas, on va se décaler selon maintenant les lignes, il faudra qu'il ne se décale pas selon les lignes. Et c'est-à-dire que ce qui va devenir statique, ce n'est pas les colonnes, comme dans l'exemple juste précédent, mais c'est les lignes. On ne devra pas bouger selon les lignes. Ce qui a pour conséquence que le dollar, on va pas le mettre devant le A pour bloquer la colonne, mais on va le mettre devant le 4 pour bloquer la ligne. On a A $4 pour dire, eh bien, tu devras te bloquer la ligne 4. Ainsi, quand on étire la formule, eh bien, on trouve les bonnes valeurs en vérifiant que, par exemple, en D8, on a quoi? On a le calcul de C8, 150 invités, multiplié par la cellule qui nous intéresse, c'est-à-dire toujours A4, puisqu'elle a été bloquée selon les lignes. En fonction du fait d'étirer selon les colonnes, donc d'étirer vers la droite, ou d'étirer selon les lignes, d'étirer vers le bas ou vers le haut, on a une influence sur la manière dont on doit rendre la cellule statique et du coup la manière dont on va placer le dollar. Est-ce que ce sont les colonnes qui doivent rester statiques ou est-ce que ce sont les lignes qui doivent rester statiques? Quand on est face à l'adressage absolu, qui, je vous le rappelle, fait partie d'une petite minorité de questions au CRPE, c'est bien cette question qu'on se posera à chaque fois. Est-ce que je dois utiliser l'adressage absolu? Et si oui, je dois utiliser l'adressage absolu, est-ce qu'il doit porter sur les colonnes ou est-ce qu'il doit porter sur les lignes? Encore une fois, je vous invite à reproduire ces tableaux dans un tableur et de faire des essais par vous-même pour prendre des bonnes habitudes et peut-être augmenter votre compréhension de ce type d'adressage qu'on appelle l'adressage statique absolu. On va maintenant s'intéresser à la dernière partie de l'utilisation d'un tableur où on va regarder quelques exemples de formules qui sont déjà intégrées dans le tableur. On a ici le relevé de notes d'un élève dans différentes matières, en mathématiques, en français, en histoire-géographie, en sciences et en EPS, pendant les 3 trimestres d'une année scolaire. L'objectif ici va être de calculer les moyennes par trimestre et les moyennes dans chacune des matières sur l'année. On va donc déjà essayer de comprendre comment on peut calculer la moyenne ici de cet élève en automatisant les calculs, en essayant de prendre en compte ce qu'on a vu précédemment. On va utiliser une première méthode où on va faire la somme des valeurs qui se trouvent, la somme des valeurs des différentes matières. Une fois que j'ai fait la somme, il faudra que je divise ça par le nombre de matières. Ici, j'en ai 5. Et on trouve une moyenne sur le premier trimestre de 14,4. J'ai utilisé l'adressage relatif, donc je peux calculer les moyennes sur les 3 trimestres. Quand on a une somme à faire de cette manière avec plusieurs cellules, je peux
utiliser une fonctionnalité de Excel qui s'appelle la fonctionnalité somme. Donc j'écris somme et je vais faire la somme d'un certain nombre de cellules. Donc somme entre parenthèses, la somme de toutes ces cellules-là. La somme de toutes ces cellules-là, c'est la somme des cellules de B2 à B6. Vous voyez que ça s'exprime avec deux petits points. B2, deux petits points B6, c'est la somme de toutes les cellules qui vont de B2 à B6. Et je divise le résultat par 5. Je vais évidemment trouver le même résultat en calculant d'une manière ou d'une autre. Voyons un petit peu ce que ça peut donner si maintenant on calcule les moyennes pour les notes par matière sur l'année. Et bien là, on peut directement utiliser une fonctionnalité d'Excel qui est la fonctionnalité moyenne, où on va faire la moyenne de ces trois notes et on va écrire moyenne entre parenthèses et je vais sélectionner les cellules dans lesquelles je dois faire la moyenne, pour lesquelles je dois faire la moyenne. Ce sont les cellules B2, C2 et D2, ce qui s'exprime B2, 2.D2, toutes les cellules entre B2 et D2. Et je vais trouver une moyenne égale à 15. Je peux, comme j'ai utilisé l'adressage relatif, eh bien ici, produire mon calcul jusqu'en bas. Et je vais trouver que cet élève, eh bien, il a une moyenne, par exemple, en histoire-géographie sur l'année de 12, une moyenne en sciences sur l'année de 19, une moyenne au troisième trimestre de 15,6, et la moyenne ici, c'est la moyenne, à quoi elle correspond cette moyenne-là? Elle correspond à la moyenne des 3 moyennes trimestrielles, puisqu'on a fait la moyenne sur les 3 valeurs de B7 à D7, c'est-à-dire la moyenne de B7, C7 et D7. La moyenne la valeur de cette dernière cellule, c'est la moyenne générale de l'élève sur l'année. Donc vous voyez que on peut utiliser quelques fonctionnalités, je vous en ai présenté que 2, et clairement le jour du concours, à part cette fonctionnalité moyenne ou cette fonctionnalité somme, on vous en demandera pas plus, et quand bien même, on aurait pu s'en passer, puisqu'on a vu qu'on était tout à fait capable de faire le calcul en faisant la somme des cellules et en inscrivant les valeurs des cellules. J'espère que ces quelques aimants sur le tableur pourront vous faire progresser et encore une fois vous faire la différence par rapport aux autres candidats. Entraînez-vous sérieusement, on se passe maintenant à l'algorithmique, une autre paire de manches. Faire de l'algorithmique, c'est être capable de suivre un certain nombre d'instructions, une liste d'instructions qui vont avoir un début et une fin. Pour faire travailler cette liste d'instructions, on va avoir besoin d'un certain nombre d'entrées et on va pouvoir créer à la suite de ces instructions une ou des sorties. Pour illustrer ce concept qui a l'air un petit peu abstrait, on va prendre un exemple du quotidien, celui de la recette de cuisine. Vous ouvrez un livre de cuisine, vous choisissez une recette. L'objectif, c'est de faire, à partir d'une certaine liste d'ingrédients, un plat qui va être terminé, un plat qui sera prêt à être servi à vous-même, à vos hôtes, ou peu importe. Cette recette de cuisine, elle fonctionne comment? On va vous guider, on va vous dire l'étape 1, c'est de casser le chocolat. Si je prends l'exemple de du gâteau au chocolat, de casser le chocolat, qui fait partie de la liste des ingrédients, de l'associer avec des morceaux de beurre. Puis, instruction suivante, de prendre ce beurre et de ce chocolat et de le faire fondre au bain-marie, etc., jusqu'à enfourner votre pâte de chocolat et le sortir du four au bout d'un certain temps déterminé. Vous avez donc une liste d'instructions dans une recette de cuisine qui vous permet d'obtenir une sortie. Cette sortie, c'est votre gâteau au chocolat fumant qui est prêt à être dévoré.
Un deuxième exemple, eh bien, c'est celui du programme de construction en géométrie. On a une liste d'instructions. Quand on doit construire par exemple un carré, hein, on va devoir d'abord tracer un segment, puis tracer des perpendiculaires, respecter un certain nombre de longueurs. Donc on va avoir en entrée un certain nombre d'objets géométriques à manipuler, qui vont être, dans le cas du carré, eh bien, des segments, des points, des droites perpendiculaires, des droites parallèles, des longueurs égales. On va suivre le programme de construction avec un début et une fin. On va suivre les étapes du programme de construction, ce qui va nous permettre, in fine, d'obtenir notre dessin géométrique, notre carré. Donc, vous voyez que quand on fait de l'algorithmique, on doit avoir en tête qu'on a un nombre d'instructions fini, un début et une fin, et que, eh bien, on va avoir besoin d'un certain nombre d'entrées qui vont nous permettre d'obtenir un résultat ou des résultats qu'on va appeler les sorties. Alors, quand on fait de l'algorithmique, on doit utiliser un langage de programmation. Et ce langage, ça va pas être le langage courant, le langage usuel de la langue française. Il existe de très nombreux types de langages de programmation pour faire de l'algorithmique. Certains qui ont fait des filières scientifiques connaissent sûrement le langage C, le langage Python. Il y en a une multitude qui sont utilisés au quotidien par les informaticiens. Nous, ce qu'on va faire, notre outil, notre langage qui va nous permettre d'utiliser un vocabulaire qui va nous permettre de nous comprendre et de structurer ce langage algorithmique, eh bien, c'est le langage Scratch qui a été développé par des ingénieurs et des scientifiques du MIT, la faculté américaine, et qui est utilisé aujourd'hui au collège pour permettre aux collégiens, mais même d'ailleurs à des élèves plus jeunes aussi, ou à des élèves plus vieux, eh bien, de manipuler les premiers concepts d'algorithmique. La différence entre ce langage et d'autres langages, eh bien, c'est que c'est un langage qui est graphique, qui va avoir une visualisation assez graphique avec un système de blocs et qu'on va découvrir tout de suite. Vous pouvez aller en ligne sur le site du MIT et vous retrouvez à l'adresse scratch.mit.edu eh bien, cette interface qui va vous permettre de programmer en langage Scratch. On va décrire rapidement cette interface et l'utiliser tout au long de la suite du module. Je vous rappelle que l'objectif pour vous n'est pas de devenir un expert dans l'utilisation de cette plateforme et du langage Scratch, mais bien de comprendre quelques instructions, quelques types d'instructions et de pouvoir faire fonctionner un algorithme dans un exercice au CRPE. Cette plateforme, elle se divise en plusieurs zones. Vous avez ici la zone du lutin, qui va être une zone où on peut écrire, où on peut faire interagir, on peut interagir avec le lutin, où vont apparaître finalement les sorties de nos algorithmes. En dessous, une zone dans laquelle vous allez pouvoir définir certaines informations sur votre lutin. Alors ça s'appelle le lutin, mais on est tous d'accord que c'est un petit chat pour l'instant. Une zone centrale dans laquelle on va venir positionner un certain nombre d'instructions successives pour construire notre algorithme. Et puis sur la gauche, des instructions qui fonctionnent par blocs et qu'on peut venir déplacer dans cette zone. Vous avez la liste des instructions que vous pourrez venir positionner de cette manière, de telle façon que les instructions se positionnent les unes à la suite des autres et vous créez un algorithme qui a une cohérence. Enfin, sur la zone de gauche, vous avez un menu qui vous permet d'accéder à différents types d'instructions de différentes natures. Évidemment, je vous le répète, on ne balayera pas toutes ces instructions. Avant de se lancer dans la construction d'un premier algorithme, on va essayer de s'intéresser un petit peu à cette zone dans laquelle se trouve le petit chat, dans laquelle se trouve le lutin, et de comprendre comment elle est faite et comment on peut comprendre la position du chat,
comment il s'oriente, comment il peut se déplacer, se mouvoir dans cet espace. La première chose à comprendre, eh bien, c'est que le petit chat a une position dans le carré de sortie, dans cette zone-ci. Cette zone est un carré qui est repéré par un certain nombre de pixels et dans lequel on peut déplacer le chat en lui demandant d'aller à un endroit ou à un autre. On peut donc utiliser cette instruction, aller à x égale 0, y égale 0, ça va correspondre eh bien, au centre de mon repère qui n'est pas dessiné, mais qui correspond eh bien, au centre du carré. Je peux, par exemple, faire se déplacer mon petit chat en le faisant aller de 50 pour x égale 50 et y égale 100. On va avoir un déplacement du coup de 50 pixels selon vers la droite et de 100 pixels vers le haut, hein, comme on pourrait se positionner sur le point de coordonnées 50, 100. Vous voyez que mon lutin, quand je double-clique sur l'instruction, il se déplace. On va le faire revenir en 0, 0, en double-cliquant. Voilà. Donc cette zone de sortie du lutin, c'est une zone qui est repérée, hein, dans laquelle on va pouvoir positionner le lutin à une certaine position grâce à ces coordonnées. Deuxième notion importante à comprendre, c'est la notion d'orientation. Mon lutin, actuellement, il regarde vers la droite. Je vais ici changer le lutin, j'ai construit un autre lutin qui, à mon sens, va nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que l'orientation dans Scratch. On va une flèche qui va vers la droite, hein. Cette flèche, elle est orientée vers la droite, elle est orientée donc à 90 degrés. On va aller regarder cette instruction qui s'appelle s'orienter à. S'orienter à 90 degrés. Je la zoome un petit peu pour que vous la voyez bien. Eh bien, elle nous permet de regarder vers la droite. On pourrait s'orienter aussi à 0 degré. Là, on a un outil qui nous permet de dire vers où on veut s'orienter, vous voyez. Et en fait, on a un cadran qui va correspondre comme lorsqu'on se déplace sur un bateau, eh bien, à un cap qu'on peut prendre. 0 degré, c'est le cap vers le haut, le cap plein nord. Donc si je demande à mon lutin de s'orienter vers le haut, vous voyez que la flèche va s'orienter vers le haut. Si je lui demande de s'orienter à moins 90 degrés, hein, et en fait, c'est équivalent à s'orienter vers la gauche. Si je lui demande de s'orienter à plus 180 degrés, il va en fait s'orienter vers le bas. Cette orientation est importante puisqu'après, on va pouvoir eh bien, se déplacer selon cette orientation. Donc si je suis orienté à 180 et que à la suite de ça, je vais demander à mon lutin eh bien, de se déplacer, il va se déplacer selon cette direction vers le bas si je suis à 180 degrés ou vers la droite si je suis orienté à 90 degrés. On va essayer maintenant ensemble eh bien, de construire notre premier algorithme. On va supprimer ce bloc s'orienter à 90 degrés et on va construire un premier algorithme. On a besoin d'une instruction qui va se trouver dans événements et qui s'appelle quand le drapeau vert est cliqué et qui nous permet tout simplement de donner le top départ à notre algorithme. On va reprendre le petit chat puisque c'est eh bien, le lutin que vous allez manipuler. On va choisir un autre lutin qui est un petit crayon. Pourquoi? Parce que on va construire un algorithme où on va faire un premier dessin. Donc, on revient sur nos mouvements initiaux, sur les instructions bleues, et on va, eh bien, première chose, on va se positionner en 0, 0. On a ensuite un certain nombre d'instructions qui sont liées au stylo et qui ne sont pas de manière native sur Scratch. Il faudra donc appuyer sur cette zone-là en bas qui est un petit peu coupée, où vous pourrez retrouver les fonctionnalités de stylo. Donc vous cliquez dans stylo et vous allez avoir toutes ces fonctionnalités, notamment celle qui va être la capacité bien d'écrire, c'est-à-dire de positionner le stylo en position d'écriture, hein. Alors, ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est tracer un segment.
pour tracer un segment, on veut tracer un segment horizontal. Donc on va repréciser qu'on veut bien être orienté à 90 degrés, donc on va ainsi se déplacer vers la droite. Souvenez-vous, s'orienter à 90 degrés, c'est se déplacer, s'orienter, être positionné vers la droite. Et puis on va se déplacer, on va avancer plutôt, hein, on va avancer d'un certain nombre, hop, je vais remettre dans le bon ordre, on s'oriente, puis on avance, on va avancer d'un certain nombre de pas qui vont correspondre à un certain nombre de pixels. Pour faire quelque chose de visible, on va pas mettre 10 pas, mais on va mettre 50 pas. Voyons ce que fait mon algorithme. Il va donc se positionner en 0, 0, il va mettre le stylo en position d'écriture, puis s'orienter vers la droite et enfin avancer de 50 pas. Ce qui a pour conséquence eh bien, de tracer un segment horizontal qui a une longueur de 50 pixels. Alors on va faire appel à une instruction de stylo qui va nous permettre d'effacer tout à chaque fois. On va pas oublier d'effacer tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au début de mon algorithme. Ça va me permettre quoi? D'avoir un dessin, une zone de sortie qui va être propre à chaque fois que je lance mon algorithme. Donc j'efface mon algorithme avant de mettre mon stylo en position d'écriture. On va faire un peu mieux. On va maintenant essayer de tracer un segment deux segments perpendiculaires. Un segment horizontal puis un segment vertical. Ce qu'on va faire, eh bien, c'est du coup tracer un angle droit. Pour tracer un angle droit, on a déjà ce premier segment auquel on voudrait ajouter un segment. Ce qu'on va devoir faire, eh bien, c'est de modifier l'orientation. Et là, je vous ai dit, quand on veut se déplacer vers le haut, donc pour tracer ce segment, eh bien, il faut s'orienter d'une nouvelle manière. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on pourrait dire, s'orienter, on pourrait mettre cette instruction-là, s'orienter à 0 degré, vers 0, puis tracer de nouveau, puis avancer de nouveau de 50 pas. On y va, on se lance, on double-clique sur la zone jaune et ça va lancer notre programme. On s'aperçoit de quoi? Eh bien qu'on a effectivement obtenu ce qu'on attendait, c'est-à-dire deux segments perpendiculaires qui mesurent chacun 50 pas ou 50 pixels. Une autre solution pour éviter de tout le temps utiliser cette instruction s'orienter qui est assez présente le jour du CRPE, c'est d'utiliser une notion de rotation. On va donc tourner d'un certain nombre de pixels. Donc on a deux possibilités. Une première, c'est d'utiliser ce tourner d'un certain nombre de degrés. Et vous voyez qu'on a une flèche ici qui tourne et qui va vous indiquer dans quel sens vous tournez. Là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qu'on va faire, nous, c'est essayer de comprendre que lorsqu'on veut tourner, on veut tourner de 90 degrés, mais on veut tourner, s'orienter, donc de passer de 90 à 0, on veut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est donc cette instruction qui va nous permettre de tourner de 90 degrés, puis d'avancer de nouveau, on veut pour tracer et avoir le même résultat, avancer de 50 pas. On double-clique et on voit qu'on obtient le même résultat. Bon, on a envie de faire quelque chose, eh bien c'est de terminer cette figure, de fermer cette figure et pourquoi pas de former un carré. C'est ce qu'on va faire en allant chercher les mêmes instructions et en les répétant. Donc après avoir avancé de 50 pas, je vais de nouveau tourner de 90 degrés, puis avancer de 50 pas, puis de nouveau tourner de 90 degrés, et enfin avancer de... Alors tourner, il faut que je n'oublie pas de mettre 80 degrés, tourner de 50 pas. Qu'est-ce qu'on aura fait ici? Eh bien, on aura travaillé sur... on aura tracé 4 segments de 50 pixels et à chaque fois, entre chaque segment, eh bien, on aura tourné de 90 degrés, donc on aura tracé des angles de 90 degrés. On double-clique et on essaye de voir ce qui se passe
eh bien, on a ici, effectivement, tracé un carré, hein, c'était ce qui a été attendu. Alors, on va juste changer notre lutin et voir ce qui s'est passé en fait. Eh bien, on voit que à l'issue de ce programme, on a une orientation qui est vers le bas. Bon, ça n'a pas de conséquences directes, mais pourquoi? Eh bien, on peut, si on était orienté à 90 degrés au départ, hein, c'est notre première instruction ici, s'orienter à 90 degrés. On a tourné combien de fois? On a tourné une fois de 90, une deuxième fois de 90, puis une troisième fois de 90. On a tourné 3 fois de 90 degrés, donc on n'est pas revenu dans la position initiale. Il nous faudrait tourner encore une fois de 90 degrés pour revenir dans la position initiale. Ça ne va pas changer notre rendu, mais ça va avoir une influence sur ce qu'on va aborder par la suite. Donc je peux tourner de nouveau de 90 degrés. Voyons ce que ça donne. Le même résultat a priori, puisqu'on ne trace rien de supplémentaire, mais on a une orientation qui va être celle qu'on avait au départ, c'est-à-dire orientée vers la droite, orientée de 90 degrés. Alors on voit pas le segment du bas de mon carré, puisqu'il est sous mon lutin, qui est représenté par une flèche rouge. Tout de suite, on comprend que on a quelque chose d'un peu lourd dans la rédaction et qu'on aimerait bien peut-être éviter d'avoir à répéter ces instructions, ces blocs, ces deux blocs d'instructions, avancés de 50 et tournés de 90, qui se répètent les uns après les autres. Alors on va essayer d'introduire une nouvelle instruction qui va être une instruction de répétition. On regarde ça tout de suite. J'ai supprimé les informations redondantes, les instructions redondantes, et je n'ai gardé qu'un bloc de 2 instructions qui permet de tracer un segment de 50 pas ou de 50 pixels, puis de tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais vouloir répéter 4 fois ce bloc, et ça c'est possible en allant chercher une instruction qui s'appelle répéter 10 fois, avec cette valeur 10 que je peux modifier. Je ne vais pas le répéter 10 fois, mais on a bien compris ensemble que c'était 4 segments qui étaient nécessaires pour tracer mon carré. Je vais donc le répéter 4 fois. On voit ici l'intérêt du langage Scratch avec cette mâchoire jaune qui vient intégrer le bloc de 2 instructions et qui me fait bien comprendre avec cette petite flèche de fin qu'une fois que j'aurai fini les instructions, il faudra recommencer 4 fois ce bloc de 2 instructions. Quand on clique sur le drapeau vert, on obtient le même résultat que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait? On a allégé l'écriture de mon algorithme en disant, ça, il faudra le répéter 4 fois. Ce tracé de segment, il faudra le répéter 4 fois. On va peut-être complexifier un petit peu les choses en essayant de tracer plusieurs carrés. Ce bloc-là que je suis en train de déplacer, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il trace un carré. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de tracer plusieurs carrés en intégrant ce bloc carré que je déplace dans une nouvelle boucle de répétition. Et je vais peut-être essayer de le répéter 2 fois dans un premier temps. Je vais venir intégrer du coup mon bloc de répétition à l'intérieur de ce deuxième bloc de répétition. Cliquons sur le drapeau vert pour voir ce qui se passe. Malheureusement Scratch, et c'est un peu un défaut, ça va très vite et on voit mal ce qui se passe puisque les instructions sont enchaînées très rapidement les unes à la suite des autres. Regardons de nouveau. Vous voyez que le carré, en fait, a été tracé 2 fois, mais sur lui-même. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On est en train de tracer des segments sur des segments qui étaient déjà initialement tracés. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici être tenté de tracer des carrés les uns à côté des autres, en allant vers la droite. Donc ce qu'on va faire à l'issue du tracé du premier carré, donc ici, à ce niveau-là, une fois que j'aurai tracé mon premier carré, c'est de me décaler.
Quand je trace un premier carré, je me retrouve orienté à 90 degrés sur le sommet qui est en bas à gauche de mon carré. Eh bien, je vais peut-être essayer de me déplacer sur le sommet qui est en bas à droite de ce carré. Donc, ce que je vais faire à l'issue du tracé du premier carré, eh bien, c'est d'avancer de 50 pas, la taille d'un côté de mon carré, pour me déplacer sur le sommet en bas à droite. Voyons ce que fait maintenant cet algorithme. Eh bien, il trace deux carrés, comme je lui ai demandé, deux carrés qui ont un côté confondu. Je peux augmenter le nombre de répétitions ici, hein, et je vais donc, si je passe à 3, tracer, on l'espère, 3 carrés. C'est bien ce qui se passe. Et pourquoi pas essayer d'augmenter une quatrième fois et de tracer 4 carrés. Vous voyez qu'on a la possibilité, avec Scratch, eh bien, de tracer des figures en utilisant des blocs de répétition. Le jour du CRPE, lorsque vous allez faire des algorithmes de dessin qui vont vous permettre de dessiner des carrés, des rectangles, des triangles, eh bien, ça va être de finalement faire travailler, faire tourner ces algorithmes pas à pas, puisque vous n'aurez évidemment pas accès à l'interface qu'on est en train de regarder en ce moment, mais de faire tourner ces algorithmes pas à pas pour comprendre quels sont les déplacements qui vont s'opérer et combien de fois ils vont être répétés. On va maintenant s'intéresser à un autre aspect de l'algorithmique, un aspect plus numérique, plus calculatoire, et pour ça, on a besoin de définir ce que c'est qu'une variable. Regardons ça ensemble. Une variable mathématique, vous savez déjà ce que c'est. Un nombre x qui peut prendre toutes les valeurs réelles positives. Un nombre x qui est une inconnue dans une équation. Un nombre n qui correspond à l'ensemble des entiers naturels. Une variable en mathématiques, c'est un nombre désigné par une lettre qui peut prendre un ensemble de valeurs. En algorithmique, la différence est très mince. Si on définit exactement ce que c'est qu'une variable en algorithmique, eh bien c'est un espace mémoire qu'on va réserver dans un ordinateur et dans lequel on va stocker un certain nombre d'informations qui peuvent être des nombres, qui peuvent être des lettres, qui peuvent être de différents types. Nous, pour le CRPE et notamment pour Scratch, ces variables algorithmiques, elles vont contenir des nombres, hein. C'est bien celles-ci qui vont nous intéresser. On verra dans la suite qu'il y a une légère différence, notamment dans la manière dont on peut écrire les égalités entre une variable algorithmique et mathématique. Pour donner du sens à ce que je vais vous dire par la suite, eh bien, je vous propose de vous mettre au travail, comme d'habitude. Comme d'habitude, ça faisait un petit moment, je crois que vous l'attendiez. Vous avez 2 minutes maintenant, eh bien, pour travailler ce petit exercice. Allez, à vous de jouer.
On va donc appliquer au nombre 2 eh bien, cet algorithme qui consiste à choisir un nombre, ce nombre c'est donc 2, on nous l'impose, à le multiplier par 3, ce qui donne 6, puis à lui retrancher 8, ce qui nous donne moins 2, et enfin à le multiplier de nouveau par le nombre de départ. Ce qui donne, multiplié par 2, ce qui donne moins 4. On va appliquer donc cet algorithme maintenant au nombre moins 8. Je vais multiplier par 3, puis ce qui donne moins 24, puis lui retrancher moins 8, ce qui donne moins 32, et enfin le multiplier par le nombre des départs, c'est-à-dire moins 8. Moins 8 fois moins 32, ça va donner un résultat qui est positif. Et 8 fois 30, ça nous donne 240. 8 fois 2, 16. Moins 200, plus 256 pour ce deuxième test. Si je choisis 2 en nombre d'entrées, eh bien je vais obtenir le nombre moins 4 en sortie par ce programme de calcul, par ce petit algorithme de calcul. Si j'ai moins 8 en entrée de cet algorithme, en sortie, j'ai plus 256. Je pense que vous me sentez venir avec mes gros sabots. On va évidemment essayer de voir ce que ça peut donner quand on implémente ça dans le langage Scratch. On va écrire cet algorithme dans le langage Scratch et on va pouvoir tester que cet algorithme fonctionne correctement en essayant de retrouver les mêmes valeurs qu'on a trouvées juste précédemment, avec comme valeur d'entrée 2 et moins 8. Voici un programme de calcul, choisir un nombre. Donc tout de suite, on voit qu'il doit y avoir une interactivité, une interaction entre le logiciel, entre l'ordinateur et l'utilisateur, puisque le programme doit poser une question. Vous avez cette possibilité en allant dans le programme, dans l'onglet capteur, eh bien de demander quelque chose et d'attendre. Demander par exemple quel est ton nom. Nous, ce qu'on va demander, c'est quel nombre. On va faire une question simple. Quel nombre choisis-tu? Quel nombre? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer quand Scratch pose cette question? Eh bien, elle va attendre que l'utilisateur tape une valeur, un chiffre, une lettre, un mot sur son pavé numérique et tape la touche Entrée. Cette valeur va être stockée dans une première variable. Cette variable s'appelle réponse. C'est dans la variable réponse qu'on va stocker la réponse à la question. Donc la première chose qu'on va faire, nous, c'est de créer une variable qui va être la variable qu'on va utiliser tout au long de l'exercice et de transférer la valeur de réponse dans une autre variable. On va donc créer, en allant dans cet onglet variable, une nouvelle variable, créer une variable. Vous lui donnez le nom que vous voulez, c'est comme quand vous faites des mathématiques et que vous modélisez une situation par du calcul littéral, vous pouvez appeler x, y, z, n, ça n'a aucune importance. Là, on va l'appeler x. Donc, on a une valeur x, et ce qu'on va faire, eh bien, c'est essayer de transférer la valeur de x dans la valeur de réponse. En mathématiques, on écrirait x égale réponse. Eh bien, en algorithmique, on a une formulation qui est un peu différente. Mettre x, mettre la variable x à une certaine valeur. On ne veut pas la mettre à la valeur 0, on veut la mettre à la même valeur que la variable réponse. On va donc retourner dans capteur et chercher cette variable qui est un bloc et la mettre ici, la faire glisser. Mettre x à réponse est équivalent à écrire x égale réponse en mathématiques. On a donc cette variable x qu'on va maintenant manipuler tout au long de notre algorithme.
Première chose à faire, c'est une fois que le nombre est choisi, on l'a mis dans x, c'est de le multiplier par 3. Donc, on va devoir faire une opération sur cette variable. Il y a plusieurs manières de rédiger un calcul dans Scratch. On peut réutiliser, par exemple, mettre la valeur. Mettre ma variable x à la valeur x fois 3. Et donc là, on va dans opérateurs, où on retrouve les opérateurs d'addition, de soustraction, de multiplication, de division, de comparaison. On les verra un petit peu plus tard. Nous, ce qu'on veut, c'est une multiplication. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut multiplier par 3 la valeur de x. On retourne dans variable et on retourne chercher la valeur de x. Bon, encore une fois, vous voyez que les manipulations, là, quand on est avec des variables, sont un peu lourdes. L'objectif, c'est pas que vous sachiez faire ça. L'objectif, c'est que vous compreniez ce qui se passe lorsqu'on lit cet algorithme. On s'arrête une seconde, parce que là, c'est important et ça va nous permettre de différencier une variable algorithmique d'une variable mathématique. Ici, on met la valeur de x à x fois 3. Si on transcrivait cette instruction par une égalité mathématique, on aurait tendance à dire x égale à 3 fois x. Et ça, c'est une équation qui n'est pas possible. En mathématiques, si on écrit x égale 3 fois x, on a un problème. On a donc, dans une variable algorithmique, une différence, puisque on a une notion d'antériorité. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est mettre la nouvelle valeur de x à 3 fois l'ancienne valeur de x. On peut donc bien écrire ce mettre x à 3 fois x, et qui ne peut pas se transcrire mathématiquement par x est égal à 3x. On enchaîne et on doit maintenant retrancher 8 au résultat. Donc on va faire la même chose. On va aller dans variable, mettre ma valeur à x. Et là, on a besoin d'une soustraction. Donc la variable x, vous voyez là, c'est un petit peu lourd pour le coup, Scratch, pour faire du calcul. Parfois, on préfère le langage mathématique. Pardon, on lui retranche non pas 3, mais on lui retranche 8. Ensuite, dernière étape, on doit multiplier le nouveau résultat, mettre la valeur de x à, et là on a de nouveau une multiplication, opérateur de multiplication, on va multiplier par le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était quoi? C'était la réponse à la question, souvenez-vous, qui avait été stockée dans la variable réponse. Réponse fois le nombre x. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un algorithme qui va calculer successivement, dans la même variable, les valeurs calculées de multiplication par 3, de soustraction de 8, et ensuite de multiplication par le nombre initial. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est peut-être de faire apparaître le résultat. Donc on va dire, allez, on va aller dans apparence, et dire quoi? Dire x, donc dire la variable x. Donc on va rechercher notre variable, dire la variable x pendant, allez, on a vraiment envie de le crier haut et fort, parce que ça a été un peu laborieux, pendant 10 secondes. Allez, voyons comment ça se passe lorsque je vais cliquer. Eh bien, vous voyez que dans la zone ici de saisie, on a quoi? On a le lutin qui nous pose la question quel nombre, et on a un champ de saisie qui apparaît, et on va lui dire, du coup, le premier nombre, c'était pour 2. Le nombre, qui est le résultat de cet algorithme, vous voyez, il apparaît dans la petite bulle au-dessus du chat, c'est bien moins 4. On a ici deux affichages.
l'affichage de la réponse, de la dernière valeur de la variable réponse et la dernière valeur de la variable x qui vaut moins 4 aussi, puisque c'est celle qu'on affiche à la fin. On va tester de nouveau l'algorithme avec la valeur, par exemple, moins 8, on a travaillé tout à l'heure, et vérifier qu'on obtient bien un résultat qui est égal à 256. C'est bien le cas, on a bien 256. Voilà pour cette partie plus calculatoire. Vous voyez que pour faire des calculs, des opérations, eh bien on a une manière d'écrire les choses qui est un petit peu lourde et qui n'utilise pas le symbole d'égalité comme en mathématiques, mais qui utilise ce verbe mettre la valeur à, et dans lequel on peut utiliser 2 fois la même variable, puisqu'on a la notion d'antériorité, mais dans la nouvelle valeur de x, l'ancienne valeur de x multipliée par 3, l'ancienne valeur de x auquel tu soustrairas 8, et l'ancienne valeur de x à laquelle tu multiplieras par laquelle tu multiplieras la réponse. On passe maintenant à la dernière partie de l'algorithmique où on va faire quelques tests sur des conditions. En algorithme, tester une condition, c'est finalement tester une égalité ou une inégalité. J'ai écrit ici 2 égalités et 2 inégalités. Ce que va faire l'algorithme, ce que va faire le programme, eh bien, c'est de tester si ces égalités sont vraies ou fausses. Est-ce que 4 est égal à 4? La réponse est évidente, ben oui, c'est vrai. Cette égalité est vraie. Est-ce que 7 est égal à 2? Non, cette égalité est fausse. Est-ce que 15 est supérieur à 13? Oui, c'est vrai. Et est-ce que 17 est inférieur à 5? Non, c'est faux. À partir d'une égalité ou d'une inégalité, eh bien, on peut effectuer un test qui va nous donner un résultat qui peut être soit vrai, soit faux, et qui va impliquer du coup une action particulière du programme. Pour ça, regardons un petit algorithme. On a écrit un petit programme dans lequel on vient demander à l'utilisateur quel est son âge. La réponse à cette question est stockée dans la variable qu'on a nommée âge, dans l'instruction mettre âge à réponse. On veut maintenant être capable de donner une réponse à l'utilisateur, à savoir est-ce qu'il est mineur ou est-ce qu'il est majeur. On va devoir donc tester cette variable âge et la comparer au nombre 18. On va donc venir chercher dans les opérations de contrôle une instruction qui s'appelle, un test qui s'appelle si alors sinon. Vous voyez qu'on a cette forme d'hexagone ici dans lequel on va venir mettre une condition. Et cette condition, c'est de tester si l'âge est inférieur, strictement inférieur à 18. Si je suis strictement inférieur à 18 ans, alors eh bien, je suis mineur. Donc qu'est-ce qu'on va venir? On va tester la valeur de la variable âge. Donc on va chercher la variable âge qu'on va comparer à 18. Eh bien, si cette condition, en vert, est vraie, alors on va venir effectuer ici l'instruction qu'on va venir caler ici, qui est une instruction où on va dire, pendant quelques secondes, on va dire « tu es mineur ». Et on va le dire pendant 10 secondes. Puis, on va venir compléter cette deuxième partie, ce sinon. Ce sinon va avoir lieu si la condition n'est pas vérifiée. Donc si l'âge n'est pas inférieur à 18, ça veut dire qu'il est donc supérieur ou égal à 18, et ainsi, eh bien que l'utilisateur est majeur. On va donc lui dire « tu es majeur ». Et on va le faire aussi pendant 10 secondes. On va lancer cet algorithme. On nous pose la question « quel est ton âge ?» J'ai 37 ans.
Le petit lutin me répond donc que je suis majeur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné mon âge, ça a été stocké, 37 a été stocké dans réponse, puis a été stocké dans la variable âge grâce à cette instruction, puis âge a été comparé à 18. Est-ce que 37 est strictement inférieur à 18? La réponse est non, c'est faux. On va donc venir faire l'instruction, opérer l'instruction qui est après le sinon et afficher que je suis majeur. On peut relancer cet algorithme en disant que j'ai 6 ans. Ici, j'ai 6 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le lutin va me dire que je suis mineur. En effet, la variable réponse vaut 6, la variable âge vaut donc 6 après cette instruction. 6 est effectivement strictement inférieur à 18, donc cette condition verte est vraie. On effectue donc l'instruction qui se situe après le « alors ». Dans ce test conditionnel avec le « si, alors », si cette condition est vraie, alors tu feras l'instruction qui se trouve ici. Si cette instruction est fausse, alors tu viendras ce qui se trouve ici après le « sinon ». Voilà, d'une manière simple, comment on peut comprendre ce test conditionnel. Et c'est cette notion qui conclut notre module sur le tableur et l'algorithmique. Vous voyez qu'on a décrit une toute petite part des fonctionnalités d'Excel et de Scratch dans ce module. Ces fonctionnalités décrites sont suffisantes pour le CRPE. Il faudra donc se concentrer dessus et uniquement dessus pour réussir l'épreuve de mathématiques. Il vous reste à vous entraîner grâce au polycopier d'exercices. Les exercices, les corrigés d'exercices en algorithmique sont des corrigés vidéo. Je reviens sur les exercices en détaillant pas à pas ces algorithmes, donc n'hésitez pas à visionner et revisionner ces corrigés pour une meilleure compréhension de cette nouveauté qu'est l'algorithmique. Vous pourrez aussi vous entraîner lors des prochains modules, du module 6 au module 10. Vous aurez plusieurs exercices de tableur et plusieurs exercices d'algorithmique qui seront inclus dans chacun des polycopiés CME, cours, méthode, exercices. J'ai été très heureux de passer ce temps avec vous. Je vous souhaite une bonne formation. Entraînez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.